Après, il y a eu cette photo avec Dieudonné. Bon, ben, j'en fais 50 ou 60 des photos. Et puis, c'est quand même ma vie privée. Je fais ce que je veux, quoi. Je peux aller manger chez les... Enfin, depuis quand on ne peut plus dîner, manger, dire au revoir, etc. Bon, j'ai regretté cette photo parce que... Mais je fais 50 à 60 photos. Les gens se posent la question, quand on est un personnage public comme vous, adoré des Français, hein, parce que vous avez un taux de notoriété, ça, c'est mesuré avec vous dans la rue, qui est considérable. Énorme. Il y a quand même un certain droit à l'image à respecter, si vous voulez. Oui, écoutez, vous devez être maître de votre image. Oui, je suis d'accord, mais vous devez maîtriser votre communication. Ah, ça c'est clair. Et ça n'a pas été le cas, visiblement. Non, c'est parce que pour moi, c'était quelque chose de tellement banal. Enfin, excusez-moi, faire une photo avec un humoriste, il n'est pas un criminel de guerre, il n'est pas sorti de prison. Enfin, excusez-moi, je vais vous dire un exemple. Moi, j'ai un de mes amis qui s'appelle Jean-Jacques Debout. Son meilleur ami était Jacques Messrine. Alors, on a arrêté les spectacles de Jean-Jacques Debout et de Chantal Goya parce qu'il était ami avec Jacques Messrine. Non, mais il faut arrêter les conneries, quoi. J'ai rien fait de mal. D'ailleurs, tout le monde s'en fout de cette photo. Tout le monde s'en fout de ces tweets. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit chez Cyril Hanouna il y a 3 semaines. Quoi que vous fassiez, les gens en province, c'est parce que vous avez 2 ou 3 intellectuels de gauche caviar qui ont dit « Oh mon Dieu, c'est horrible, ça peut donner une mauvaise image. » Mais excusez-moi, balayez devant votre porte déjà. Moi, vous l'avez toujours été, mais pourquoi ces gens-là ne vous ont pas défendu aujourd'hui? Je ne sais pas. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Déjà, je ne leur ai pas demandé. J'ai pas appelé l'Élysée ou j'ai pas... Brigitte, hein, vous êtes proche de Brigitte. Oui, je suis proche de Brigitte, mais je suis proche aussi d'un certain nombre du président, du premier questeur de l'Assemblée nationale. Je suis proche de présidents... Plusieurs conseillers, oui. De conseillers, je suis proche de sénateurs très proches du président. Le président me connaît, il sait très bien qui je suis. D'ailleurs, on a des projets historiques ensemble, enfin, sur Napoléon. Donc, je peux dire... Mais j'ai pas demandé... Et puis, on parlera, il faut dire aux téléspectateurs, hein, à qui je demande de réagir dès à présent, mais on parlera de tout à l'heure des similitudes qu'il peut y avoir justement entre le président actuel et Napoléon. Mais, ouais. Des rassemblements quotidiens ont lieu midi et soir, comme cette fête payante organisée hier dans un lieu privé de la capitale, 220 € la soirée, caviar et champagne. Sur ces images que nous nous sommes procurées, une quarantaine de convives, sans masque, certains se font la bise. Nous avons contacté l'organisateur de ce dîner illégal. Ce collectionneur renommé se défend et dénonce une pratique généralisée. J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins, avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. Quand on est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut. Lamentable et débile, franchement. Franchement, quelle image on va ressortir de ça, nous les restaurateurs? On s'est battu avec mon groupe de travail pendant des mois pour obtenir des aides. On fait tout aujourd'hui pour essayer et faire en sorte d'avoir des réouvertures rapides et normales, on va dire. Et aujourd'hui, il y a une poignée d'individus qui salissent notre profession, qui n'est pas normale. Et on montre ça aujourd'hui. Il faudrait montrer... peut-être en règle générale, ceux qui respectent justement ces règles-là, ceux qui défendent tout ça. Et ils sont beaucoup plus nombreux, je peux vous assurer, que ces gens qui font tout et n'importe quoi. Un dîner clandestin pour VIP, organisé par celui qui se défend aujourd'hui et qui va nous expliquer sa version des faits. Pierre-Jean Chalençon, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur BFM TV pour dire toute la vérité. Et rien que la vérité, bien entendu, mon cher Brice. En tout cas, merci de me recevoir sur votre antenne. On en a marre du politiquement correct. Pourquoi on réduit 75% de mes amis? Je vois tout le monde, moi. Je suis un mec apolitique. Je ne suis pas inscrit, je suis pas inscrit sur une liste électorale. Je ne vote pas, parce que justement, je considère que quand on est une personnalité publique, on doit aimer tout le monde, on doit être over the top. Mais tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis un mec gentil. Et t'as été proche de quelqu'un que moi j'adore, qui est Charles Trenet. Charles, quand il est parti, et pour moi, il est toujours là parce que je lui parle quotidiennement. Il m'a beaucoup soutenu ces derniers temps. C'est quand même un poète des mots. Mais c'est un poète des mots. C'est des gens qui sont des généreux. Et c'est des gens qui ont été jalousés, qui ont été insultés, qui ont été... Enfin, franchement, quand on a Trenet, il a fait quand même de la tôle. On a dit qu'il était pédophile. Encore aujourd'hui, mais les pauvres cons qui disent des trucs pareils. Alors, tous les mecs de 22, 23, 24, 25 ans, 30 ans qui se tapent des minettes, de 18 ans, c'est des pédophiles. Qu'est-ce que j'ai découvert dans ton parcours? Que tu as été ami avec un mec incroyable, Sokolov? Oleg, bien sûr. Oleg, qui a fait ce truc... horrible. Un truc horrible. Un peu, c'est horrible. Oui, non, mais complètement horrible. Mais moi, comment t'expliques que tu peux attirer les puissants de ce monde, mais aussi les fous de ce monde? Parce que justement,
on est un petit peu comme des éléments, un peu comme des soleils, entre guillemets. On rayonne, et quand on rayonne, on attire plein de gens. C'est une histoire des plus sordides qui ébranle la Russie. Oleg Sokolov, 63 ans, est un célèbre historien, un des plus grands experts de Napoléon dans le monde entier. Conduisez-vous comme à Austerlitz. Un champion de la reconstitution des champs de bataille, un professeur émérite, décoré de la Légion d'honneur par Jacques Chirac. Aujourd'hui, le voilà en prison, accusé du meurtre de sa compagne et ancienne étudiante Anastasia Yeshenka, avec qui il a co-signé plusieurs ouvrages. Une femme de 24 ans dont des parties du corps démembrées ont été lancées dans les eaux glacées de la rivière Moïka à Saint-Pétersbourg. Des caméras de surveillance ont capté ces images samedi. Sokolov serait tombé dans l'eau, ivre, en essayant de se débarrasser du reste du cadavre. Il prévoyait ensuite se rendre à la célèbre forteresse Pierre et Paul pour s'enlever la vie, déguisé en Bonaparte. Il a avoué son geste et le regrette, a confirmé ce matin son avocat. Il dit que son client n'était pas lui-même au moment du meurtre et qu'il pourrait éventuellement exiger une peine réduite de 3 ans, selon les experts. Outrée, la mère de la victime, elle-même une policière, parle d'un meurtre odieux et certainement prémédité. Une scie et la tête de la victime, sa fille, ont été retrouvés dans l'appartement du professeur. À la prestigieuse Université d'État de Saint-Pétersbourg, où Oleg Sokolov dirige une chaire d'études, plusieurs étudiants soulignent que le comportement excentrique du professeur aurait dû sonner l'alarme il y a longtemps. Ivan dit qu'il a déjà battu une étudiante devant tout le monde et qu'il battait aussi sa copine, c'était connu. Des médias rapportent même que des plaintes officielles contre Sokolov ont été ignorées, étant donné ses liens avec l'establishment. La direction a fermé les yeux, dit-il, et elle est en partie responsable de ce qui est arrivé à Anastasia. Ce soir, d'ailleurs, une pétition circule pour qu'une enquête soit lancée sur la façon dont l'université a géré l'affaire. Est-ce que l'injustice est quelque chose qui peut te mettre en colère? Je supporte pas l'injustice. Alors, c'est quelque chose qui, pour moi, me révulse, c'est l'injustice. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a une injustice galopante partout, hein. Je vois ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis. Là, tu vois, ça m'a choqué récemment. Ce pauvre black qui s'est fait tirer dans le dos. Mais enfin, c'est horrible. Enfin, c'est indécent. Tu vois, là, je serais prêt. Là, je serais prêt. On accepterait que quelqu'un dise Pierre-Jean, je le connais par cœur, je le maîtrise. Est-ce que tu as envie de ça? Est-ce que tu as envie de te sentir Non. Tu vois, non, profondément. Non, parce que t'es quand même très libre. Mais je veux être libre. Et ma force, c'est de dire crotte zut, cacaboudin, à qui j'ai envie. L'un de ses collectionneurs a accepté de nous recevoir. Dans ce palais de 600 mètres carrés, Pierre-Jean Chalençon vit au milieu de milliers d'objets souvenirs de Napoléon. Alors ici, vous êtes devant le portrait de Napoléon, costume du sacre. C'est un portrait qui est du baron Gérard. C'est l'exemplaire qui était aux Tuileries. Et vous voyez la bague, l'anneau qui est là. Eh ben, c'est ça. T'aimes quand même décider. Oui. Je pense que celui qui va te dire ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, je pense qu'à l'heure actuelle, il n'est pas encore né. Il n'est pas encore né. Et du coup, je pense que t'aimes ça aussi chez Napoléon. C'est qu'il devait... Alors moi, je n'ai pas assez de connaissances sur lui, mais je pense que c'est quelqu'un, quand il était convaincu, rien ne pouvait l'arrêter. Rien ne pouvait l'arrêter. La preuve, il est allé jusqu'au bout de ses folies. La Russie, c'était une folie. Oui, c'était une folie. Et pourtant, il y est allé. Et là, on passe au 3e étage de la fusée du scandale. C'est le rôle des réseaux sociaux. C'est l'emballement avec des accusations jetées en l'air. Poisson d'avril, dit l'un. Et on voit que les réseaux sociaux, c'est une machine à fabriquer de la culpabilité, à détruire la présomption d'innocence. On a vu d'autres cas récemment, d'accusations comme ça, sans aucune preuve. Cette maison même en a été la victime. Et il a fallu une enquête de libération pour que ça se renverse. Les réseaux sociaux, c'est une machine à détruire la présomption d'innocence. Qu'on soit ministre, homme d'affaires, journaliste ou quoi que ce soit. Donc on rejoint un phénomène de contestation des élites par la France d'en bas. On est donc dans une gilet jaunisation de cette affaire. L'épidémie, les restrictions deviennent un argument, un carburant pour cette contestation du bas vers le haut. Vous avez une étrange conception au niveau de la date des poissons d'avril et que d'une certaine manière, et je vous le dis franchement avec sympathie, vous avez participé à votre propre dommage, il me semble.
dans votre philosophie de pensée, comme ça, vous pensez qu'effectivement, parce qu'on le sent un peu dans le reportage, c'est-à-dire, bon, ici, il n'y a pas de Covid, on peut retirer le masque, il y a une espèce de liberté. Il y a un courant de pensée qu'il y avait aux États-Unis, qu'il y a partout d'ailleurs, de gens qui disent tout ça c'est du pipeau, ils nous emmerdent avec ces restrictions de liberté, jouissons de la vie néanmoins en dépit de ce qui est en train de se passer. Et du coup, est-ce que c'est pas un peu aussi quelque chose d'un peu plus profond que ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que ça correspond à votre façon de penser vis-à-vis du Covid? Écoutez, moi personnellement, j'ai eu le Covid. J'ai eu le Covid au mois de février l'année dernière. J'étais un des premiers à l'avoir. Je l'ai très peu ressenti. Mais vous savez, j'ai quand même eu pas mal d'amis qui l'ont eu et je suis très sensible à ça. J'ai quand même un de mes amis qui s'appelle Christophe, le chanteur, qui est décédé du Covid. Donc, je ne rigole pas avec ça. J'ai des masques. J'ai été un des premiers d'ailleurs à mettre des masques. Mon directeur, Damien, n'est pas venu pendant plusieurs semaines en mettant des masques, etc. Non, je pense que vous voyez, au palais, par exemple, j'exige que les gens mettent des masques. Les masques. Après, il y a du gel, des choses comme ça. Mais effectivement, quand on est... Vous savez, le palais Vivienne, c'est 550 mètres carrés. 8 mètres d'auteur sous plafond et je suis tout seul dedans. Alors, je vais vous dire, pour attraper le Covid, il faudrait quand même le faire. Mais Pierre-Jean, vous êtes dans le collimateur. Je peux comprendre que les gens en aient marre, quoi. Ça fait 15 mois, les gens n'en peuvent plus. Hein. Le président a laissé entendre qu'à la mi-mai, nous pourrions peut-être souffler un peu, commencer à retrouver un semblant de vie, sauf que l'Institut Pasteur dit, attention, pas avant l'automne, lorsque 90% de la population sera vaccinée. Est-ce que vous n'êtes pas un peu pressé, Olivier Véran, vous tous, d'annoncer de bonnes nouvelles? Il ne faut pas confondre sortie définitive de l'épidémie et sortie progressive des mesures de freinage du virus. Ouais. L'année dernière, souvenez-vous, Alba Ventura, à partir du 11 mai, les écoles avaient rouvert, les commerces avaient commencé à rouvrir, les restaurants, les bars, d'abord en terrasse, puis à l'intérieur. Nous avions retrouvé une vie plus normale, pas totalement normale, mais souvenez-vous qu'au cœur de l'été, les questions qui étaient posées, c'était pouvons-nous être plus de 5000 dans une enceinte ou dans une arène, signe que les gens avaient recommencé à retrouver une vie à laquelle ils aspiraient légitimement. Ce que le président de la République dit, c'est que l'effort que nous faisons actuellement, il va payer, il nous permettra de passer cette troisième vague épidémique, il nous permettra de sauver des vies, de protéger nos hôpitaux, de soulager nos soignants et nos familles, et que de l'autre côté de la vague, nous reprendrons progressivement davantage de liberté que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et les infectiologues, les épidémiologistes ont raison de dire qu'il nous faudra attendre quelques mois encore pour vérifier qu'il n'y a pas un nouveau variant, une nouvelle vague épidémique et que la protection conférée par la vaccination est bien solide et durable, ce que je crois d'ailleurs. Alors, pression également sur des questions importantes, notamment celle des autotests. C'est l'un des sujets qui est dans le débat public depuis quelques temps, mais on n'en voit pas la couleur. Où sont ces autotests aujourd'hui ? Ils sont dans les entrepôts, dans les différentes villes de France, en attendant que le ministre de la Santé veuille bien comprendre à un moment, mais je pense qu'il va comprendre, j'espère que ce ne sera pas trop tard, que c'est un moyen de faire que le président de la République pourra tenir sa promesse de réouvrir un peu le pays le 15 mai. Sans ça, c'est impossible. Sans les autotests, l'horizon, parce qu'il faut quand même noter que c'est ce qu'on a retenu hier de l'allocution du président le 15 mai, vous dites sans les autotests, impossible. Avec 20 millions de personnes vaccinées en France, vous ne pouvez pas rouvrir le pays à la dimension de ce que pensent les gens que ça va être. C'est-à-dire, il a dit le 15 mai, les gens se sont dit le 15 mai, on va revivre. C'est possible. C'est possible de faire revivre les Français le 15 mai, mais pas uniquement avec 20 millions de vaccinés. C'est possible si jamais on a un pass sanitaire, si jamais les gens savent utiliser des autotests. On a 1 mois et demi pour le faire. Ça devrait déjà être en route. Et pour l'instant, on nous parle d'une expérimentation qui débuterait le 15 avril où les gens iraient se tester eux-mêmes, mais dans les pharmacies, sous l'œil du pharmacien. Mais pourquoi encore une usine à gaz ? Le 14 mars dernier, Martin Blachier, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, voici ce qu'il disait. Il assurait que les autotests étaient déjà ou bientôt disponibles dès cette semaine en pharmacie ou en supermarché, ajoutant « ça va être très facile à organiser ».
Mais où est le problème ? Mais moi, je suis entièrement d'accord avec Jérôme Salomon, je suis entièrement d'accord avec le président qui semble convaincu de ça, je suis entièrement d'accord avec la HAS qui a donné son accord, je ne suis pas d'accord avec le ministre de la Santé qui bloque. Faut être très clair. Mais pourquoi bloquerait-il alors que ça peut être un facilitateur pour un horizon le 15 mai ? Mais il l'a clairement dit, il a été interrogé sur une chaîne concurrente et il a dit que lui, il n'y croyait pas, qu'il pensait que c'était pas sûr, qu'il pensait que ça allait créer au contraire des problèmes. Donc voilà, donc il a clairement donné sa position, donc on sait qui bloque aujourd'hui, on sait que c'est lui. Le problème, c'est que c'est en train d'être très développé en Allemagne, que Boris Johnson a signé des énormes contrats pour tester tous les enfants dans les écoles, pour essayer de réouvrir l'Angleterre malgré la vaccination avec ses autotests, et qu'aujourd'hui on a un ministre de la Santé qui en France bloque. Mais pouvez nous dire qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce qu'il y a un lobby ? Parce que nous on a du mal à comprendre, le grand public, peut-être ceux qui nous écoutent en ce moment, pourquoi on bloquerait un outil qui nous permettrait de vivre peut-être plus normalement un horizon pas si lointain ? Écoutez, si on fait un tout petit peu d'analyse, il y a deux possibilités. Soit il ne comprend pas. Dans ce cas-là, moi, je suis disponible pour aller lui expliquer dans son bureau au ministère de la Santé. Il n'y a aucun problème. J'ai plein de slide decks. Vous croyez qu'il va vous recevoir, vous, Martin Blachier ? Je pense qu'il ferait bien. C'est la meilleure chose qu'il aurait à faire. Ça lui éviterait de faire une grosse bêtise. Ou l'autre chose, c'est qu'il veut faire plaisir à d'autres personnes en pensant qu'il a des comptes à rendre aux pharmaciens, aux laboratoires d'analyse, qui ont peut-être beaucoup investi. Et moi, ce que je dis dans ce cas-là, qu'il leur fasse un chèque et qu'il ne nous bloque pas le pays uniquement parce qu'il doit quelque chose aux laboratoires d'analyse ou aux pharmaciens. Je pense qu'on a une vraie porte de sortie avec ces autotests et que maintenant, il faut y aller. On n'a pas le choix. Et s'il n'y va pas, il va le regretter dans un mois, je pense, quand au 15 mai, les Français iront devant lui et diront alors qu'est-ce qui se passe maintenant ? Jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France! Il n'y a jamais eu rien de tel que ce virus de notre vivant. Il est souvent difficile de voir les effets que cela a sur nos enfants. Cette conversation a-t-elle eu lieu chez vous ? Maman, j'ai peur de retourner à l'école. Je ne veux pas tomber malade et je ne veux pas te rendre malade, toi et papa. Nos scientifiques nous disent qu'il y a 3 choses que nous devons faire pour rester en sécurité. Porter des masques, s'assurer que nous pratiquons la distanciation sociale et nous laver les mains. Et maintenant, votre école, avec l'aide de Microsoft Corporation, en a créé un autre, en introduisant le Pass quotidien, votre billet exclusif pour retourner à l'école en toute sécurité. Chaque semaine, vous pouvez planifier votre test Covid gratuit sur le campus. Les résultats sont affichés dans votre Pass quotidien et si vous choisissez de passer votre test hors campus, vous pouvez publier les résultats dans votre Pass quotidien. Et dès que les vaccinations seront disponibles, vous pourrez simplement programmer les vôtres via votre Pass quotidien. Mais la vraie magie est votre bilan de santé quotidien. Répondez tous les jours à quelques questions de santé simples et, comme par magie, votre billet d'entrée apparaît. Bon retour. Bienvenue à l'école. Alors, comment ça s'est passé ? Papa, je dois admettre que j'avais peur au début, mais ensuite, je me suis sentie si en sécurité. C'était si bon d'être de retour. Merci de me garder en sécurité. Je t'aime tellement. Eh bien, que pensez-vous de ça ? Ça retourne l'estomac, n'est-ce pas ? Est-ce moi ou est-ce vraiment effrayant ? Vous aimez la musique ? Gentille et joyeuse, rien à craindre, tout va bien. Tout cela devient complètement fou maintenant. Je ne sais pas ce que je peux faire d'autre que vous montrer ces vidéos et espérer que les gens le verront et diront « Wow, wow, je n'aime pas la tournure que cela prend. Attendez, ils veulent que tous les enfants reviennent et passent des tests et à Los Angeles, ils font la même chose avec Bill Gates, le suivi des codes barres de Microsoft pour leur futur vaccin. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Nous devons faire quelque chose à ce sujet. Nous devons dire non. C'est ce que j'espère que les gens feront lorsqu'ils verront ces vidéos. Les gens vont réagir. C'est très clair ce qu'il se passe. C'est pour nous prendre au piège. Cela fait clairement partie de la planification depuis un certain temps et c'est rapidement mis en place. Et ces tests poussés sur les enfants, disons ici au Royaume-Uni, font partie de ce que vous voyez ici.
Le code barre, les tests, le passeport. Et une fois qu'ils ont coincé les enfants avec les passeports, vient le tour des parents. Comme je l'ai déjà dit, une fois que vous aurez mis un pied, vous serez tracé. Vous devez résister. Cela vous conduit sur une très mauvaise route. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas un monde dont je veux faire partie. Je ne consens pas à être dans ce monde technologique, sans âme, inhumain et artificiel qu'ils envisagent de créer. Je préfère vivre dans un ghetto infesté de rats dans une société parallèle plutôt que de m'inscrire et faire partie de cette merde. Tout cela semble très, très mauvais. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui ne sont tout simplement pas au courant de ce qui est prévu ici. Alors partagez cette vidéo, partagez les vidéos d'autres personnes, faites passer le mot. J'ai remarqué que beaucoup de gens commencent à se réveiller à ce qui se passe. J'ai remarqué que beaucoup de gens s'interrogent en ligne sur des choses auxquelles ils ne pensaient pas auparavant. Donc ça marche. Mais en ce qui concerne les enfants qui retournent à l'école et les tests, je ne pense pas que beaucoup de gens vont empêcher leurs enfants de retourner à l'école et de s'impliquer dans cela. Et cette publicité vous montre clairement ce qu'ils ont prévu. Et nous savons tous que l'idée est de faire enregistrer les transactions financières sur ces passeports, de surveiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'instaurer le système de crédit social, tout comme la Chine. Voilà donc le futur, si vous laissez cela arriver. Ne laissez pas cela arriver. Je vais être très honnête, je pense qu'on est en train de faire un scandale du masque avec ces histoires de autotests. Moi, ça fait 1 mois et demi que j'envoie à tout le monde des notes. J'ai bossé avec toutes les universités sur l'impact que peuvent avoir ces autotests. Je sais que les autorités anglaises sont en train de mettre en place des choses. Je sais que c'est en place en Allemagne, que c'est en train de monter, qu'il y a plein de solutions, et c'est bloqué. C'est bloqué pour des mauvaises raisons. Je ne vais pas dire exactement toutes les raisons, mais c'est bloqué pour de mauvaises raisons. C'est quoi? C'est des histoires, non mais soyons très clairs, il y a des histoires de lobbying, de pharmacie, qui disent on ne veut pas les vendre en grande surface. Mais bien évidemment, il y a des très mauvaises raisons. C'est la maladie française, c'est que des petits intérêts particuliers. Moi, je préférerais qu'on fasse un gros chèque aux pharmacies et aux laboratoires d'analyse médicale pour les récompenser, pour leur dire merci. Véran peut leur faire un chèque, mais au moins qu'on laisse les autotests avoir un impact sur l'épidémie. Et comme de toute façon ça va arriver, c'est un très mauvais calcul, parce que plus on en parle, plus ils le sortiront tard, plus les gens seront furieux. Donc moi je leur conseille de parier sur cette stratégie, d'autant qu'on est le pays au monde qu'on a le plus besoin. Au moins les Israéliens, les Anglais, les Américains, ils sont très très loin dans leur campagne de vaccination. Nous, on va avoir du retard. On a une solution d'essayer de pas trop rater cette période, ce sont les autotests. Et un autre sujet pour lequel ils vont avoir besoin des autotests, s'ils pensent que mi-mai, ils vont pouvoir rouvrir la société française sans ces autotests, ils se trompent. Avec 20 millions de personnes vaccinées, ils ne vont pas pouvoir ouvrir comme ils ont promis qu'ils vont ouvrir, sauf s'ils ont une stratégie d'autotest qui est couplée avec des protocoles, comme vous dites, où on fait les autotests avant d'aller dans un événement, où on fait les autotests tous les jours, on a un certificat qui montre qu'on le fait bien et on peut aller au restaurant. Voilà. Mais sans ça, ils n'arriveront pas à réouvrir. Donc non seulement ça peut permettre de freiner l'épidémie dans cette période où ça circule quand même pas mal, et deuxièmement, ça peut leur permettre de répondre à la promesse qu'ils ont fait aux Français de rouvrir le 15 mai. Et on perd un temps précieux. Ils sont en train de faire des expérimentations, mais je crois qu'ils n'ont pas compris qu'il y a urgence. On est en train d'essayer d'ouvrir des hôpitaux militaires à Paris, on fait des expérimentations sur les autotests. Mais c'est incroyable. Je veux dire, ça peut-être qu'à un moment, il faudrait se dire que les Allemands sont pas plus bêtes que nous. Très fort, et il a tort de bloquer. Que les Allemands sont sans doute pas plus bêtes que nous. On a toujours l'impression qu'on est plus intelligent que les autres et que nous, bah non, nous on est beaucoup plus sérieux. Nous les autotests, on veut d'abord s'assurer vraiment que ça marche avant de commencer à les mettre en vente. Merci beaucoup Martin Blachier pour toutes ces précisions. Et Ioannidis, je crois que c'est Ioannidis qui a écrit un article en montrant que je ne sais pas combien de pourcents des publications en fait étaient bidons. Bidons, tout à fait. Mais elles sont bidons pourquoi? Alors quand on est complotiste, on sait, mais prenons l'Imperial College à Londres. L'Imperial College, ce n'est qu'un pseudopode de la fondation Rockefeller. Et la fondation Rockefeller, qu'est-ce que c'est? C'est un monsieur extrêmement riche à qui on a dit au début du XXe siècle, monsieur, vous êtes trop riche. Et il a dit, c'est vrai, je suis trop riche. Je vais donc faire un système de fondation. Comme ils font tous. Un système de fondation. C'est qui lui permettait de passer pour un saint, ensuite de diriger la recherche médicale comme il le souhaitait, et ensuite de toucher les dividendes de la modification de cette recette à travers la littérature dite scientifique. Je pense que M. Deneyer ne me contredira pas. En tout cas, s'il veut contredire la fondation Rockefeller,
Et alors aussi, l'Imperial College est financé, bien entendu, par les mêmes suspects habituels, c'est-à-dire la Bill et Melinda Gates. Donc, la littérature scientifique a été complètement soudoyée. Aujourd'hui, on est j'ai cette impression à ce stade de ma vie qu'on est dans un univers de mensonges total. Tout est faux, vous me disiez. Que tout est faux. Prenons quelques exemples. Le cours de l'argent est faux, celui de l'or est faux. Ils sont manipulés parce que ça montrerait de manière trop crue que la fausse monnaie ne peut... Et de la fausse monnaie, tout le monde sait en faisant ses courses que l'index des prix à la consommation est faux. Les statistiques que nous avons vues des décès sont fausses. La littérature scientifique est fausse. Les gouvernements sont faux, entre guillemets, puisqu'ils ne respectent pas la Constitution qui fonde leur autorité. Je crois qu'il est temps, aujourd'hui, que les peuples, je dis bien les peuples, avec une certaine solennité, s'éveillent. Et que pensent même qu'il n'est plus temps de réfléchir à l'amélioration d'un système, mais à son bousculement. Merci. Merci Yves Gouin. Merci. Aucune confiance en leur monde malsain. La folie monte comme vapeur d'absinthe. Non, ils veulent nous imposer leur vaccin. Oh oui. Oh oui. Les mêmes qu'on dit crever chez vous, déconnez pas. Les mêmes qui ne s'excusent même pas du génocide dans les EHPAD. Les mêmes qui ont ordonné la guerre au peuple dans tous les sens. Quand la colère s'est propagée, devenue jaune fluorescente. Les mêmes pas une légende qui parle d'échange comme part de marché. Les mêmes qui ont le budget pour gazer les gens mais pas pour soigner. Les mêmes qu'on fait que mentir, tromper les chiffres, creuser le clivage. Médecins collabos parlent trop, arrosés par Big Pharma. Yeah. Liberticide veulent notre obéissance absolue, obsolète, guerre des esprits car la psychose assomme. Éteins ta télé, mass média est trop nocif, violence masquée, pandémie et génomique. Aucune confiance en leur monde malsain. La folie monte comme vapeur d'absinthe. Maintenant ils veulent nous imposer leur vaccin. Oh oui. Oh oui. Aucune confiance dans leur monde malsain. Aucune confiance. Violence institutionnelle. La terreur et le bâton. Aucune confiance. Disciple du monde à Orwell. Les mêmes qui ordonnent tirer pour que l'on capitule. Oui, oui, on pourrait dire bavure, mais c'est devenu une habitude. Oui, oui. Milice assermentée, t'éclates la tête sur le bitume. Et bande mutilée, tu tires de flashball dans la figure. Marionnettes des labos, nous mettent dans le pétrin. Médecins collabos nous rappellent que l'ordre des médecins est l'enfant de Pétain. Franc-mac pleine d'édin, hypocrite à crucifier Hippocrate pour une étude randomisée de petits connards. Chercheur n'est pas médecin. Aucune confiance en votre monde malsain. L'intérêt n'est pas le même, gardez vos vaccins. On sera niveau cobaye, niveau sujet aveugle. Aucune confiance en ceux qui parlent avec la peur. Aucune confiance en leur monde malsain. Aucune confiance. Violence institutionnelle. La terreur et le bâton. Aucune confiance. Disciple du monde à Orwell. Aucune confiance. Sécurité globale, puis la mort. Instaure ces miradors. Entre les caméras drones et les tyrans démagogues. Je souhaite un très bon et un très joyeux Noël à tous nos amis. Eh bien moi aussi, et d'abord au Fort Bachoise et au Fort Bachois, et à tous les Français, et voilà. Un très, gros bisous. Joyeux Noël. Achetez du livre Napoléon. Oui, bien sûr, achetez le livre Napoléon. Et puis on pense à tous ceux qui sont seuls quand même dans cette période. Il faut penser à toutes ces personnes âgées qui sont seules, etc. Et on aimerait aller les voir tous parce que c'est vraiment des gens magnifiques qui ont fait de notre pays ce qu'est aujourd'hui. Voilà. Allez, gros bisous à tout le monde, très joyeux Noël et joyeuses fêtes. Bisous. Et je veux être libre. Et ma force c'est de dire crotte zut cacaboudin à qui j'ai envie. Très bien.